relaxing the pain away. Manuel Diaz, bonjour, vous êtes manager d'Imakina et vous êtes aussi l'agence digitale qui a été choisie par l'UMP pour la campagne à venir. Alors, tout d'abord, quelles sont les choses que vous allez apporter à l'UMP en termes de design du site internet qui vient de changer et aussi de stratégie de campagne au niveau d'Internet? Je pense que les choses principales qu'il était nécessaire de faire dans la stratégie de communication digitale pour l'UMP, choses sur lesquelles on s'est rejoint lorsqu'on a travaillé avec notre client, c'était de revoir les plateformes de communication, de rendre ces plateformes de communication vraiment complètement interopérables. Vous pouvez aller sur le site avec votre ordinateur, votre iPad, votre iPhone, dans toutes les configurations, ça fonctionne. L'information est distribuée. De faire un site internet qui soit vraiment ouvert sur le monde et ouvert notamment vers les réseaux sociaux. Il était extrêmement important de faire en sorte que les idées de l'UMP soient certes bien proposées sur le site internet, mais aussi que les utilisateurs puissent s'en emparer, générer de la discussion, les tweeter, les facebooker, les partager avec leurs amis, etc. Donc voilà, c'était reconstruire des fondations pour rentrer dans la culture internet telle qu'elle s'envisage pour 2011, 2012 et les quelques années qui arrivent. À un moment donné, dans les partis politiques, la mode était aux réseaux sociaux, quoi, que le PS et l'UMP ont créé chacun un réseau social à peu près en même temps. Bon, ils sont un peu en désuétude aujourd'hui. Quelle est votre position sur la question? Est-ce que finalement, un parti politique de la taille de l'UMP ou du PS a besoin d'avoir son réseau social, ou est-ce que c'est mieux de passer par les réseaux sociaux sur lesquels les gens sont? Je pense que cette question, elle s'est posée à un moment où tout le monde se posait des questions sur les réseaux sociaux. Là, on parle d'un de nos clients, mais je pourrais vous parler de l'intégralité de nos clients. Même de grandes marques se posaient la question de se dire qu'est-ce que je vais faire avec les réseaux sociaux. Donc il y a eu des tests. Donc le PS a fait la copole, on a vu des marques lancer leur page Facebook en ne sachant pas vraiment ce qu'ils allaient faire avec, etc. etc. Plus ou moins fructueux. Mon sentiment, qui est certainement un sentiment plus digital natif que ce qui a été fait par le passé avec l'UMP, c'est que il faut aller là où sont les gens. Et les gens n'attendent pas un énième réseau social, thématique, vertical, etc. C'est pas ça la discussion en fait. Les gens, ils sont à un endroit, ils ont des pratiques et des usages à cet endroit, beaucoup dans Facebook, pour des problématiques plus professionnelles dans LinkedIn. On a vu hier Barack Obama qui est intervenu dans LinkedIn pour parler de la thématique du travail aux États-Unis. C'était America Back to Work ou un truc comme ça. Et c'était une intervention en vidéo et en temps réel au milieu de LinkedIn. Donc je pense que on peut s'attendre à ça dans la campagne. Les idées que Imakina va apporter, ça peut être ça. Ça peut être des innovations comme ça, mettre le candidat dans un réseau comme Viadeo par exemple, pour prendre la version française ou Facebook. Je pense en tout cas que tous nos conseils iront vers un usage de tout ce qu'il est possible de faire et qui est pertinent pour servir la diffusion des idées de l'UMP. Donc oui, il y aura des choses un peu étonnantes, différentes, en tout cas très disruptives par rapport à ce qu'on a vu par le passé, et bien plus disruptives que la copole par exemple. Comment on gère un client comme l'UMP qui est un client complexe avec des problématiques quotidiennes et est-ce que ça empiète, mon autre question, est-ce que ça empiète sur la gestion de crise? Comment vous gérez tout ça, quoi? En fait, il y a deux choses. D'abord, on a créé des bases de collaboration. Donc, il y a une équipe à l'UMP, une équipe web, qui fait partie de la communication, de laquelle on est très proche. Cette équipe gère le quotidien, le flux Twitter, la conversation au quotidien, etc. Notre travail, ça a été de faire de l'empowerment sur cette équipe. Donc, de compléter des connaissances, de partager la connaissance de l'agence avec leurs propres connaissances, etc. Mais je pense qu'il faut permettre aux clients d'être autonomes là-dessus. Je comprends assez peu les clients qui outsourcent leur capacité de dialogue dans leur agence externe, leur agence conseil.
Je trouve ça assez aberrant dans un monde real-time, de flux, où il faut aller vite. Donc il y a une certaine autonomie là-dessus et on se parle évidemment quotidiennement quand il y a des éléments d'information à partager. Ensuite, il y a le travail de fond qui est là plus en mode projet avec des itérations très régulières. Et là, c'est une collaboration tout à fait normale, à rythme soutenu. Nous, on a une équipe dédiée à ce projet. Il y a combien de personnes qui travaillent pour l'UMP chez vous ? Chez nous, il y a une bonne quinzaine de personnes qui travaillent sur ce projet et qui apportent leurs compétences, leurs connaissances de façon très itérative avec le client. On a vraiment construit des outils très simples et fluides. On essaye de se désencombrer des réflexes de la réunionnite traditionnelle, etc. Et je dois dire que ça marche très bien et que les équipes de l'UMP sont hyper réactives et utilisent tous les outils qu'on peut avoir à disposition pour aller vite et prendre des décisions rapidement. Je pense qu'il a surtout, dans la situation actuelle, comme première urgence, de communiquer ses idées, de faire partager ses projets pour la France face à un climat qui est compliqué, où les Français sont tendus et préoccupés par la crise économique, par l'emploi, etc., etc. Donc la première urgence, c'est surtout de partager ces idées, de les faire comprendre et de les expliquer correctement, avec une ouverture claire sur les données. Typiquement, si je dois donner un exemple, pendant le débat des primaires à la télé, François Hollande s'est prononcé pour créer des postes dans l'éducation, en l'occurrence 70 000 postes, je crois. Il a fait une petite leçon d'arithmétique à Poujadas, ou 60 000, je sais. Il y a un débat là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte dans les discussions Twitter qui existaient pendant la diffusion de l'émission qu'il y avait un débat sur le coût de cette réforme, entre ce que disait François Hollande, ce que les gens disaient sur Twitter, en disant non mais le coût c'est pas ça, etc., etc. La réaction a été très claire. Effectivement, le coût annoncé n'était pas très clair, pas très facile à comprendre et certainement pas le bon chiffre. Une data visualisation est disponible sur le site de l'UMP pour dire voilà, la création des 60 ou 70 000 postes, je ne me souviens plus, ça coûte tant, et voilà ce qui a été annoncé. Ayez accès à l'information, soyons clairs. C'est ce que fait aussi Google avec les jeunes du centre de journalisme et en partenariat avec Twitter, etc. Ils reçoivent, je crois, des candidats. CFJ, c'est YouTube. Ouais. Voilà, YouTube et Twitter, etc. Et il y a pendant le débat qui est diffusé à l'antenne, une vérification des propos qui sont tenus par les gens qui sont sur le plateau. D'ailleurs, on se rend compte que beaucoup d'hommes politiques n'ont pas trop l'habitude de l'exercice encore. Et comment on gère au niveau de digital et communication digitale la popularité assez mauvaise du candidat potentiel qui est Nicolas Sarkozy, et comment on gère finalement le bad buzz autour d'un candidat qui va avoir un peu de mal à se lancer dans la campagne certainement. Est-ce qu'on le gère en amont? Est-ce qu'on imagine des choses? Voilà, comment on gère ce bad buzz qui peut exister? Je ne sais pas si on peut parler de bad buzz. Je pense qu'il y a de la réaction à l'actualité. Moi, ce que je vois, c'est que il y a presque un demi-million de Français qui ont liké la page de Nicolas Sarkozy sur Facebook. Donc, il y a quand même des Français qui sont connectés avec lui. Je pense qu'il va avoir à se prononcer sur le démarrage de la campagne s'il est candidat. Je ne sais pas, l'hypothèse que vous avancez, mais moi, pour l'instant, vous semblez mieux informé que moi. On peut faire un scénario avec Dupont-Aignan après, avec Alain Juppé. Mais voilà, je pense que ce qui va être urgent, c'est de partager le projet, de partager les idées, de rentrer dans la discussion. Je pense que le buzz est un terme plus approprié à des marques, à des campagnes de produits, etc., qu'à un débat sur les idées politiques. J'imagine que c'est pas pareil d'aller convaincre des jeunes de 18 ans de voter pour l'UMP que des gens qui sont aussi des surfeurs, mais qui ont 60 ans, 65 ans, qui sont à la retraite. Comment vous réfléchissez à tout ça? Et quelle est un peu votre méthodologie en fait? Alors, évidemment, il y a des méthodologies pour analyser les différentes audiences. Je parlerai moins de cibles
que de sensibilité ou d'angles différents. Évidemment, les approches vont pas se faire de la même façon, etc. Même si le fond reste le même. Donc oui, il y a des méthodologies d'approche différentes. Oui, on permet aux gens de définir quels sont leurs goûts. On va rentrer dans des logiques plutôt de CRM sur le contenu, c'est-à-dire qu'en fonction de vos goûts, on va vous proposer des idées particulières. Typiquement, je suis intéressé par les sujets de l'éducation. La newsletter que je vais vous envoyer, elle sera a priori orientée sur les sujets qui vous intéressent. Donc ce sont des mécaniques connues de la stratégie de communication en général, mais qu'on adapte évidemment à la politique, tout simplement en fait. Et après, on a un avantage fort quand on fait de la communication digitale, c'est que, et c'est pas à CB News que je vais l'apprendre, on a les stats, c'est-à-dire qu'on on ne se base pas que sur un volume d'audience. On sait sur quoi les gens cliquent, où est-ce qu'ils passent du temps, où est-ce qu'on retient leur intérêt, est-ce qu'ils retweetent, est-ce qu'ils partagent dans Facebook, etc. Donc on est très attentif à savoir comment les internautes s'emparent de ce qu'on fait et comment on essaye de s'adapter en permanence aux statistiques qu'on peut lire et à ce qu'ils nous envoient comme commentaires. Donc on est dans un processus très itératif et très proche des retours des internautes, avec une certaine humilité d'ailleurs, qui est très différente de la communication corporate des grandes marques qui disent voilà, c'est comme ça qu'on va faire, et voilà le shooting, voilà la photo, voilà la campagne. C'est très différent. C'est quoi la différence entre une campagne de com corporate, on va dire, et une campagne politique? Est-ce qu'il y en a une dans l'approche, la méthode, ou est-ce que c'est la même chose, le même métier? C'est évidemment les mêmes bases. Notre travail, c'est toujours le même. C'est véhiculer des idées, essayer de les faire connaître d'un maximum de personnes, de nos cibles, des gens qui sont sensibles à ce discours ou à l'intérêt d'un produit ou des idées. Donc il y a une base qui est la même. Maintenant, la différence majeure, c'est que on est dans un temps qui est beaucoup plus accéléré que dans une communication produit ou une communication corporate. Dans une communication corporate, le temps de l'entreprise et de son intention est en général beaucoup plus long. Donc on sait, pour des clients comme Danone, où ils vont aller, quelle est l'intention, quelles sont les valeurs de l'entreprise, comment elle les distille à travers le temps, etc. Là, en communication politique, on est très connecté à la réaction des uns ou des autres, à l'actualité, aux petites phrases de chaque côté, aux échos qu'on peut lire dans Twitter. Donc le temps est beaucoup plus accéléré. Et enfin, je crois que la différence principale, c'est que d'un côté, en communication traditionnelle, on est très souvent lié à véhiculer des messages ou au service de l'image d'une entreprise ou au service de la commercialisation de produits. Là, on est en train d'essayer de se connecter aux citoyens, aux Français, de discuter avec eux, d'essayer de construire une vision d'avenir. Donc on est vraiment dans une autre approche de la simple communication traditionnelle, parce qu'il y a une forme de proximité qui est beaucoup plus forte, et puis surtout c'est un sujet d'importance pour le pays dans sa globalité en fait. Est-ce que Internet peut vraiment faire basculer un scrutin? Je pense pas, d'ailleurs, je pense que globalement, il n'y a pas de médias exclusifs aujourd'hui dans le paysage médiatique. Je pense pas qu'on puisse dire que seule la radio, seule la presse écrite ou seule la télé, pris tout seul, peuvent fabriquer une préférence globale et unanime. Ceci dit, ce qui a changé entre il y a 5 ou 7 ans et aujourd'hui, c'est principalement les usages des Français. Les Français, certes, continuent à consommer des médias dits traditionnels, mais aussi passent beaucoup de temps sur Internet à s'informer et à échanger dans les réseaux sociaux. Donc je crois qu'il faut surtout être capable de coordonner sa communication entre les médias traditionnels et les médias digitaux, parce qu'il n'y a pas des moitiés de Français qui se baladent. C'est le même Français qui lit peut-être CB News, Libé ou Le Figaro, et en même temps discute sur Facebook, est connecté avec ses amis, a un profil LinkedIn et commente l'émission politique qu'il est en train de regarder à la télé sur Twitter. En fait, je pense qu'aujourd'hui,
les chaînes d'information en continu sont un sujet important et elles montent en puissance de plus en plus. On voit BFM, première chaîne d'information en continu en France, je crois, etc. Ces chaînes ont besoin de rafraîchir leur contenu rapidement. Je crois qu'il faut un journal à peu près toutes les 15 minutes. Donc ils ont besoin d'informations. Et pour ça, Twitter est un formidable océan de début de petites informations. Donc on se rend compte tactiquement qu'il y a énormément de journalistes plugués, notamment dans les chaînes d'information, pas seulement, mais notamment dans celle-ci, à Twitter, et qui sont à l'affût de la moindre information qui peut sortir. Donc oui, c'est une prise directe, un canal de communication direct, avec tout un tas de journalistes qui, pour le coup, écrivent aussi dans d'autres médias. Donc c'est la boucle est bouclée. Et puis c'est aussi une discussion directe avec les militants, les sympathisants, les gens de terrain, les Français qui ont des questions à poser.